Alors maintenant qu'on a notre setup graphique et qu'on a une visibilité, on va dire, sur les classes d'actifs ou les sous-classes d'actifs à privilégier, il y a encore deux choses qu'il va falloir choisir. C'est l'unité de temps, mais bon, ça, si j'ai envie de dire, c'est personnel, et le courtier. Alors, on va dire que là, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est plutôt en fonction de l'unité de temps et de vos préférences personnelles par rapport à ça et les choses qui y sont associées, vers quel courtier s'orienter. Donc ce chapitre, j'avais envie de le nommer Arrêtez de me faire chier avec ça. Donc je vais pas l'appeler Arrêtez de me faire chier avec ça, mais disons plutôt que je voudrais l'appeler de manière un peu plus politiquement correcte. Euh, on pose les choses par rapport à ça une bonne fois pour toutes. En tout cas, j'espère que ce que je vais vous présenter maintenant va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension et d'arrêter de me demander 15 fois par jour des questions sur des courtiers dans lesquels 15 fois par jour je vous réponds. Bah, ça dépend des paramètres. Et donc du coup, personne n'est content. Moi, je suis pas content parce que j'en ai marre que vous me posez cette question. Et vous, vous n'êtes pas content parce que la réponse vous semble nulle, inintéressante ou pas pertinente. Je vais vous faire comprendre, je l'espère, une bonne fois pour toutes maintenant. Pourquoi est-ce que, en général, quand vous me posez la question un peu de but en blanc comme ça, je vous réponds juste, ça dépend de la situation. Et ben, je vais vous donner le calcul qui va vous permettre d'appliquer votre choix de courtier en fonction justement de la situation et de votre situation et de vos préférences personnelles. Euh, donc le calcul et la formule que j'ai mis au point spécifiquement là pour répondre une bonne fois pour toutes à la question, genre, ce chapitre-là d'ailleurs je pourrais même le répliquer dans toutes les formations, euh, c'est la suivante. Risque fois UT, unité de temps, fois levier, divisé par les frais, égale le courtier que vous devez choisir. Donc en gros, en rentrant tous les paramètres qui sont le risque, l'UT, le levier et les frais associés principalement au courtier et surtout à l'instrument que vous avez choisi, vous donne le choix du courtier vers lequel vous devez vous tourner. Donc ça va être plus clair quand je vais vous donner des exemples. Donc là, on va passer en revue en fait toutes les unités de temps une par une puisqu'en fonction de l'unité de temps, le calcul va être impacté et ça va vous permettre de vous fournir une réponse, j'ai envie de dire définitive, à ce questionnement un petit peu cornélien entre unité de temps, frais, courtier, levier, risque, une espèce de grande bouillabaisse dans lequel finalement vous savez jamais trop comment naviguer. Donc je vous donne une règle décisionnelle qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui je pense est pas mal. Donc on va faire unité de temps par unité de temps. Si vous voulez travailler sur du M1, c'est-à-dire si vous voulez utiliser cette stratégie, vous pouvez, sur une unité de temps qui est du M1 parce que vous voulez tout simplement faire eh bien, du scalping avec les points d'entrée qui vont être fournis dans cette stratégie. Encore une fois, comme on travaille ici sur de la probabilité des statistiques, on peut aussi bien l'utiliser sur des actions que du Forex, mais on peut aussi bien les utiliser sur du M1 comme du weekly. Simplement, il faut avoir conscience de certaines conséquences de ce choix du T. Donc, si vous choisissez le M1, le calcul que je vous propose est le suivant. C'est d'utiliser un risque maximum de 0,25% de risque par trade. C'est-à-dire que je vais vous montrer après là, le calculateur pour vous donner des exemples, le calculateur de en bourse qui est ici. Ici, de base, il est mis à 1%, qui est un peu le chiffre moyen utilisé. On voit que vous pouvez le descendre de cran à 0,25, à 0,5, 0,15, etc. Donc ça, ce pourcentage-là de risque, pour rappel, hein, normalement vous le savez, c'est que quand vous calculez votre taille de position, vous calculez votre taille de position de telle sorte que si votre stop est touché, vous aurez perdu X% de votre capital, donc mettons 1% de votre capital. Moi, je vous recommande en M1 d'utiliser 0,25%, en tout cas avec cette stratégie, de
perte de capital, donc dans le calcul de votre taille de position. Pourquoi est-ce que je vous recommande ce chiffre-là? Eh bien, déjà parce qu'en M1, de toute façon, vous allez avoir énormément d'opportunités, donc c'est pas la peine de risquer trop d'argent par trade, parce que de toute façon, ça va être largement compensé par le nombre de trades potentiels que vous allez prendre. Et l'autre chose aussi, c'est que ça nous permet en moyenne de se mettre un levier maximum de x10. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je me mets en M1, donc j'ai, mettons, à 1000 euros, je mets mon truc à 0,25% et je vais prendre le Dow Jones et je vais aller en M1. On va prendre du temps là-dessus, mais qu'on clôture, je l'espère en tout cas, cette discussion une bonne fois pour toutes, ou en tout cas que vous ayez les éléments décisionnels par vous-même après. Donc on se met en M1, on prend par exemple le Dow Jones, quelle que soit la classe d'actifs ici, ça ne va pas avoir une grosse différence. Parce que les distances de stop en M1, que vous soyez sur un indice, une crypto, un forex, etc., ils sont toujours plus ou moins dans la même proportion, dans la même distance relative. Donc imaginons un point d'entrée. Alors pour l'instant, les points d'entrée, vous ne les connaissez pas. Donc je vais faire n'importe quoi. Enfin, pas tout à fait n'importe quoi, mais quand même. Je vais introduire maintenant. Non, j'ai pas besoin. Est-ce que j'ai besoin de l'introduire maintenant ou pas encore? Non, j'ai pas besoin de l'introduire encore cet outil-là. On va l'introduire ultérieurement. Euh, donc, mettons que j'ai un stop, que j'ai un déclenchement de position qui soit ici, ok, sur ce niveau-là, et je mette mon stop. Ah putain, ça m'énerve quand ça fait ça. Oui, et donc je suis obligé de faire ça d'abord et ensuite changer la couleur. Ok. J'ai du mal à m'y faire. Et le stop qui est ici. Donc là, je calcule la distance entre le point d'entrée et le stop. Donc là, on est en M1. Donc je suis à mon entrée sur le Dow Jones à 26 582. Donc je mets ici 26 582. Et je mets un niveau de stop, non, c'est pas ça, pardon, qui est donc ici à 26 593. 26 593. 1000 euros, mais ça on s'en fout. 0,25. Ça, on peut le mettre, mais c'est pas important. On clique sur calculer. Et donc, vous voyez que ça me sort. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. J'ai l'impression que Ah, c'est 6, non, c'est bon. Ok. Donc, ça sort à peu près 6 d'effets de levier. Donc, ça, c'est ce chiffre-là qui va nous intéresser. On est naturellement, entre guillemets, ici à 6 de levier. Donc, on est bien ici sous les x10 que je vous recommande. Donc, comment est-ce que j'ai établi ça? Je me suis rendu compte simplement que quand on est en M1, en moyenne, si on utilise un risque de 0,25 par position, on peut se permettre de se mettre un bloquant de levier à x10. C'est-à-dire de ne jamais, en moyenne, la plupart des trades que vous allez prendre, naturellement dans le calculateur, vont vous sortir un levier qui va être à x10 ou en dessous. Alors quand je dis x10 ou en dessous, ça peut être x11, x12, etc. Mais en général, on va être autour de x10 ou en dessous dans ces conditions. Alors évidemment, ça va évoluer, ne pas être le même effet de levier en fonction de la distance, évidemment, du stop qui va être plus ou moins importante en fonction de l'opportunité, en fonction de l'actif, en fonction de la classe d'actifs. Mais en moyenne, en général, on va pouvoir se permettre, en utilisant ici 0,25 de risque, comme je vous l'ai mis dans le calculateur ici, un levier max à x10. Et moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre stratégie, quels que soient vos points d'entrée, quel que soit l'UT, donc en l'occurrence le M1, je vous déconseille, et je l'ai toujours dit depuis les débuts de en bourse, de ne jamais utiliser plus de x10 en levier. Donc, comment est-ce qu'ici, on peut se permettre en moyenne d'être à peu près à x10 max? Eh bien, en se positionnant à 0,25 de risque sur le M1. Donc, voilà comment j'ai calculé ça. Maintenant qu'on a ça, donc en gros, on a en M1, pour lire la formule, on a en M1, alors d'ailleurs, plutôt, je ne l'ai pas mis dans le bon sens ici, je devrais plutôt le mettre dans cet ordre-là, puisqu'on part de l'UT. En UT M1, en mettant 0,25% de risque. Alors merde, du coup, j'ai 2X ici il est plus en blanc, voilà, pour rester propre. En partant de l'UT M1, en mettant à 0,25% de risque, ça nous permet d'avoir un levier max à x10. Parfois, il sera un peu au-dessus, mais c'est pas grave. Si le calculateur vous sort un levier à x11, eh ben, vous entrez quand même en position à x10.
Voilà, c'est pas parce que le calculateur a dit ça que vous êtes obligé de prendre la position qu'il vous a dit. Vous pouvez l'ajuster, mais ça vous donne un ordre d'idée et vous pouvez décider de toute façon de ne jamais aller à plus que x10 en levier, c'est-à-dire une taille de position jamais plus que 10 fois le capital qui est déposé chez votre courtier. Donc voilà comment on lit cette première partie de fortune. Maintenant, il faut entre guillemets diviser par les frais. Les frais, ça veut dire qu'en fait, ici, les frais, c'est le goulet d'étranglement ou le goulot d'étranglement avant de pouvoir décider sur quel courtier je vais pouvoir me positionner. Je vais avoir de possibilités en termes de courtier sur lequel je vais pouvoir aller avec la stratégie et le contexte que j'ai utilisé. Donc les frais, donc division, c'est pas vraiment une division, mais disons que ça va venir réduire en fait les possibilités, c'est pour ça que j'ai utilisé l'opérateur divisé, va faire que ici, on va être limité, étant donné le fait qu'on a x10 en levier et aux frais en CFD indice. Pourquoi? Parce que déjà, on va commencer par regarder le levier. Un levier x10, on ne peut pas aller par exemple chez un courtier d'actions classiques, tout simplement parce qu'un courtier d'actions classiques, je sais pas, Boursorama par exemple, vous ne pourrez pas utiliser un levier x10, donc ça va déjà éliminer certains courtiers. La deuxième chose qui va être éliminée avec donc ensuite les frais parmi la liste des courtiers possibles, la deuxième chose qui va être éliminée dans les courtiers en appliquant les frais, c'est évidemment le fait qu'on est en M1 et que quand on est en M1, on ne peut pas se permettre d'avoir des frais de transaction par ordre qui soient trop importants parce qu'on va avoir des objectifs qui vont être très réduits. Là, si on est à 0,25% de risque et qu'on va appliquer un ratio risque-récompense d'à minima x3, ça veut dire que si on est en gain, on va être à 0,75% de gain. Donc évidemment, on ne peut pas se permettre que ces 0,75% de gain ne soient trop fortement impactés par les frais. Donc ça va limiter aussi les courtiers et surtout les classes d'actifs dans les courtiers. Donc si on dit que parmi tous les courtiers possibles, le levier x10 élimine déjà par exemple les courtiers d'actions classiques, ensuite dans la liste, il faut aussi, étant donné les frais appliqués sur le M1, se dire que on va devoir aller déjà sur des courtiers qui proposent du levier, donc par exemple les CFD, mais on pourra probablement pas aller sur des CFD de type action par exemple, parce qu'il va y avoir des frais fixes sur les CFD actions qui vont trop fortement impacter notre gain potentiel. En revanche, on peut aller par exemple sur des CFD sur indice, donc aller chez un courtier CFD et choisir les indices pour trader. Je vous ai dit dans le slide précédent, celui-là, qu'il n'y avait pas de problème avec les indices, parce que généralement, les CFD indices proposent de travailler uniquement sur du spread, et donc du coup, le spread, il est proportionnel à la taille de position, et donc du coup, il est très réduit sur les gros indices, donc on va pouvoir travailler avec les CFD indices. On va pouvoir aussi travailler avec les principales paires Forex, que ce soit chez un courtier CFD ou chez un courtier Forex. Pourquoi? Parce qu'on peut appliquer un levier de x10 sur le Forex. En revanche, pour la même raison qui est le limitant des frais, il vaudra mieux aller sur les grosses paires parce que sinon le spread sur les petites paires, les paires exotiques, où il y a du fait que ce sera moins intéressant en termes de comportement de prix, il va être trop important en M1 et il va trop impacter votre performance. Et en dernier, comme courtier qu'on peut utiliser, les futurs. Alors les futurs, on peut l'utiliser sur toutes les stratégies, sur toutes les UT, sur toutes les situations. Donc ça va revenir dans toutes les situations. Simplement, le limitant des futurs, c'est le fait que il faut avoir pour ouvrir un compte futur, il faut avoir un approvisionnement d'au moins 10 000 euros. Alors 5 000 euros chez ProRealTime par exemple. Mais disons qu'il faut avoir un approvisionnement un peu plus important. Alors, ouais, vous me direz, les CFD, c'est pareil, généralement, on est aussi entre 5 et 10 000 euros. Donc maintenant, c'est vrai que les futurs sont beaucoup démocratisés. En tout cas, voilà, ça va fonctionner. Étant donné les paramètres qui sont rentrés dans l'équation ici, sur CFD indice. Non, si la différence quand même, c'est qu'en CFD, on pourra aller que sur les indices, alors qu'en futur, on pourra aller sur tout. Après, le limitant du capital, non, il est le même en CFD et en futur. Et sinon, vous avez le Forex. Et si ça vous convient pas, n'allez pas en M1, hein, vous n'êtes pas obligé. Maintenant, on va passer au M. Donc maintenant que vous avez compris le calcul général, ça va aller plus vite pour la suite. En M5, mes recherches personnelles, levier max 0,5 permet de limiter l'effet de levier
en moyenne et en général et assez facilement sous la barre des x5. Évidemment, plus on est sur une unité haute et plus il faut baisser l'effet de levier parce que sinon, sinon vous allez vous manger des pertes qui vont être beaucoup trop importantes. Donc là, moi, ma recommandation en M1, un M5, pour avoir un levier plus faible, donc en partant sur du x5 par exemple, c'est 0,5% de risque. Si vous mainteniez 0,25% de risque, ça voudrait dire qu'on serait en levier max 2,5, donc ça ouvrirait plus de possibilités, mais après, on gagne moins aussi par trade. Donc le compromis, moi, que je vous recommande, c'est celui-ci. Ensuite, on a l'effet limitant des frais. Donc déjà, le premier limitant, c'est évidemment le levier, qui fait qu'en x5, tout n'est pas possible. Et le deuxième limitant, c'est les frais. Alors là, en x5, on a quand même déjà beaucoup plus de possibilités qu'avec x10, puisque là, on va pouvoir travailler sur quelque chose de nouveau, qui sont les actions en SRD. Pourquoi? Parce que les actions en SRD permettent d'utiliser un levier maximal à x5. Donc là, vous allez pouvoir aller, par exemple, sur les courtiers type Boursorama, Fortuneo, DeGiro, etc., en travaillant sur les actions au SRD. Alors, toutes les actions ne sont pas éligibles au SRD, certaines le sont. Celles qui le sont, vous pourrez utiliser un levier maximal de x5 et donc appliquer la stratégie en M5 dessus. Vous pouvez également utiliser les CFD, tout ce qu'on pouvait utiliser précédemment, en fait, plus les actions SRD, mais aussi les CFD sur actions. Alors, c'est un peu au cas par cas, vous voyez ce que vous propose en termes de frais votre courtier, mais à partir du M5 et en travaillant sur des leviers plus réduits, ça doit pouvoir commencer à passer d'utiliser les CFD aussi sur les actions et pas que sur les indices. Ça dépend aussi comment vous êtes capitalisé. Donc les grosses paires Forex, ça bouge pas. Toutes les types de futurs, ça bouge pas. Et donc les actions également SRD. Donc plus évidemment on monte en UT et plus les possibilités de courtage sont diversifiées, surtout avec cette stratégie. C'est ça qui est bien. Donc on va passer maintenant, on va continuer. Le H1, le H4, je les ai mis plus ou moins je les ai mis dans le même groupe. Donc là, on arrive sur les standards un petit peu habituels, c'est-à-dire 1% de risque permet de limiter l'effet de levier max utilisé en moyenne à x2. De toute façon, vous pouvez vous décréter que quel que soit ce que vous ait sorti le calculateur, vous allez vous bloquer à x2. Mais le truc, c'est que si le calculateur vous sort un x10 et que vous vous bloquez à x2, en fait, vous allez prendre une taille de position 5 fois inférieure à ce qui est recommandé, donc du coup, sérieusement impacter votre performance. Donc c'est pour ça qu'il faut ajuster le pourcentage de risque de manière à pouvoir appliquer un effet de levier qui, dans la plupart des cas, va être égal ou en dessous au max que vous avez défini. Donc là, 1% de risque permet, en H1 H4, 1% de risque permet de limiter l'effet de levier à x2 et donc d'ouvrir encore davantage, de limiter quand même le risque déjà pour commencer, de perte et puis d'ouvrir encore davantage le champ des possibles, puisqu'ici, évidemment, les frais vont impacter de moins en moins le décisionnel. Là, on va pouvoir se permettre de travailler sur CFD indice, sur CFD action, sur les grosses paires Forex, sur tous les types de futurs. Ou quasiment, je ne suis pas un grand spécialiste des futurs non plus, mais généralement quand on est suffisamment capitalisé avec les futurs, on a vraiment beaucoup de possibilités. Puis là, de toute façon, au niveau des frais, maintenant on est tranquille sur ce niveau-là de profit. Les actions SRD, ça c'est pareil, puisque les actions SRD c'est jusqu'à x5, donc le x2 on rentre dedans. Et là, on va pouvoir commencer aussi, à partir du H1 et H4, à travailler sur les actions classiques, les actions type que vous achetez comme des titres vifs chez un courtier, entre guillemets, classique, un courtier de base. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, ici, certes, il y a un levier max à x2, donc en x2, on ne peut pas normalement utiliser les actions classiques puisqu'il n'y a pas d'effet de levier. Vous avez deux possibilités pour incorporer les actions classiques, donc aller chez un courtier actions classiques, donc dans un PEA, au sein d'un PEA, au sein d'un compte titre classique, la stratégie en H1 et en H4. Vous avez deux façons de faire. Soit vous utilisez un compte sur marge. Donc par exemple, il y a certains types de courtiers, notamment Interactive Brokers, qui est mon courtier action classique, qui propose un compte sur marge qui permet d'utiliser sur des actions classiques un peu de levier, généralement jusqu'à x2. Donc peut permettre d'avoir x2 en levier si vous avez un compte trading sur marge. Et l'autre possibilité pour faire rentrer les actions classiques en H1, H4, c'est tout simplement de décréter que vous n'êtes pas en x2 ici, que vous voulez vous limiter à x1. Et donc par conséquent, dans le calculateur, au lieu de rentrer 1%, vous allez rentrer 0,5%. Et en moyenne, quand vous êtes sur des unités de temps H1, H4 et que vous rentrez
dans votre calculateur ici 0,5%, eh bien ça va vous sortir des tailles de position qui vont la plupart du temps rentrer, être en dessous du max qui sera du coup x1. On termine avec le D1. Donc le D1, c'est le cas de figure où je vous autorise, entre guillemets, après vous faites ce que vous voulez, hein, je vous autorise, c'est des recommandations, d'utiliser plus que 1%, puisque ben, forcément les opportunités arrivent moins souvent, elles se déplient plus longtemps, donc on peut se permettre d'utiliser, les stops sont beaucoup plus solides, donc on peut se permettre d'aller plus loin, et là d'utiliser un levier max, enfin pardon, un risque qui va être à 2% dans le calculateur ici, puisque en utilisant ici 2% dans le calculateur, quand on est en daily, en moyenne, la plupart des positions rentreront dans le x1 ou en dessous. Donc on pourra se permettre d'avoir en moyenne un levier max qui est à x1. Et donc quand on est à x1, on n'a plus d'effet de levier. Les frais en daily, ils ont un impact minime quelle que soit la classe d'actifs et quel que soit le courtier. Donc là, en daily, en appliquant la stratégie de Darwin Trading, et même déjà en H1, H4, si on réduit un petit peu le risque ou si on travaille en compte sur marge, et bien en fait, on a tout le marché et tous les outils financiers, les supports financiers à notre disposition pour appliquer cette stratégie. CFD indice, CFD action, Forex, futur, action normale et action SRD. Donc du coup, on peut aller chez n'importe quel type de courtier. Donc voilà un petit peu la grille de lecture que moi je vous propose d'appliquer maintenant avant de me faire chier pour me demander une 50 milliardième fois, Sylvain, quel courtier choisir? Voilà, vous avez une grille de lecture, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça vous permet en tout cas d'avoir la réflexion que moi j'applique dans cette stratégie et même en général pour choisir quel courtier et quelle classe d'actifs et quel levier je vais utiliser pour telle ou telle stratégie en fonction, de mon UT, puisqu'on part en fait, ici finalement, vous voyez que tout part de l'UT en fait. Hein. Tout part de l'UT, c'est parce que l'UT va définir la distance moyenne du stop. La distance moyenne du stop va définir le risque à utiliser. Le risque à utiliser va définir l'effet de levier, et l'effet de levier va définir quel type de courtier, et les frais vont encore également permettre d'avoir un effet limitant dans certains cas de figure et donc de savoir en fait tout simplement où vous dirigez. Je ne sais pas si je l'ai expliqué le plus clairement que je pouvais l'expliquer, mais j'espère malgré tout que c'était suffisamment clair, et sinon on peut encore en discuter. Ce que je voudrais simplement éviter, c'est pas qu'on parle plus de ça, mais qu'on parle de ça en utilisant cette connaissance-là que vous avez maintenant, et donc de discuter en fait de la grille de lecture plutôt que de discuter de Sylvain, quel courtier dois-je choisir? Je ne peux pas répondre à cette question. Maintenant, vous comprenez pourquoi quand vous me posez la question quel courtier choisir, je peux pas juste répondre va chez un tel. Voilà pour ceux qui se posaient la question, voilà la réponse. Ça me permet de conclure et de terminer ce deuxième module dans lequel on a fini de mettre en place de setup. Donc à vous de choisir donc la mise en place du setup graphique, les classes d'actifs à privilégier, enfin mes recommandations, et finalement quel UT choisir et quel courtier choisir. Vous avez maintenant la grille de lecture, ou plutôt, enfin, je sais pas comment. En fait, vous pouvez le lire dans les deux sens. Vous voyez qu'on commence par l'UT et on finit par le courtier. Mais en fait, vous pouvez le lire dans les sens. Vous pouvez partir de l'UT pour arriver au courtier ou partir du courtier pour arriver aux UT qui seront à votre disposition. Tout dépend. Si vous, ce qui vous intéresse, c'est d'abord de travailler cette UT et en fonction de cette UT, vous vous adapterez et vous irez chez le courtier correspondant, ou si vous préférez réfléchir en termes de voici les courtiers qui sont à ma disposition par rapport à mon capital ou mes intérêts, qu'est-ce que je peux faire en termes d'UT avec? Vous pouvez le lire d'un sens à l'autre, peut-être même qu'il y a encore d'autres angles d'attaque. En tout cas, vous avez la formule de réflexion. Il y a d'autres paramètres qui peuvent aussi définir l'UT à choisir. C'est aussi vos préférences de trading. Certains d'entre vous, et moi j'en fais partie, ne sont pas ou ne sont plus à l'aise avec travailler avec du M1 parce que c'est hyper stressant, il faut être devant, il faut se faire des sessions de plusieurs heures. S'il y a quelques tics intempestifs, ça peut vite partir un peu en couille. Le M5 aussi, mais un petit peu moins. Et donc après, quand on est à partir du H1, H4 et D1, qui sont moi maintenant mes UT de référence de travail, et bien là, on a éliminé ce type de problème-là. On peut aller chez n'importe quel type de courtier, sur n'importe quel type de support.
On n'est pas trop impacté par les frais. Le prix se déprie plus lentement, donc on peut aménager avec son agenda. Et c'est pour ça que moi j'aime bien le compromis H1, H4. Et surtout H1. Après, je comprends bien que le H1, pour certains d'entre vous, puisse être un petit peu compliqué si vous avez un boulot, une activité par ailleurs. Dans ce cas-là, bah, plutôt le H4 ou le D1. En tout cas, voilà, vous avez toutes les possibilités avec cette stratégie qui s'offre à vous en fonction de vos préférences et de vos contraintes personnelles. Et vous avez maintenant une grille de lecture qui, j'espère, vous sera utile. Voilà pour ça. Et je vous retrouve dans le troisième module dans lequel on va enfin commencer à mettre en place le fameux pattern Darwin Trading.